Alors, la page de publicité, voilà. C'est un livre que j'ai coédité avec un collègue qui, lui, est à l'Institut. À l'origine, c'était un colloque, mais en fait, ce n'est pas les actes du colloque, c'est une collection de textes dont certains étaient présentés au colloque, d'autres on a été ajoutés. Et c'est, comme vous voyez, c'est sur la traduction, les traducteurs, la mobilité. Hein. Ça a commencé autour de la Méditerranée et puis c'est allé un peu plus loin. Alors voilà pourquoi vous avez une magnifique dragoman euh, turc ou à Istanbul. Donc, en fait, ce dont je vais parler aujourd'hui, Morgan, j'ai fait un chapitre là-dedans sur Morgan, mais je ne vais pas exactement faire la même chose sur lui que ce qui est dans le chapitre. Alors, le livre n'est pas uniquement anglophone, mais il y a certaines choses anglophones. Il y a un chapitre sur quelqu'un du XVIe siècle, un exilé qui est allé à Bâle et puis qui a circulé en Europe et puis a traduit des classiques. Et puis, il y a un autre sur les traductions en italien de William Robertson, l'Écossais. Voilà, du XVIIIe siècle aussi. Mais les autres sont beaucoup plus... il y a beaucoup d'ottomans, c'est très global. Voilà. Donc voilà. Et ça va sortir, je n'ai pas de livre, ça va sortir dans 15 jours à peu près. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ma petite publicité. Donc, comme j'ai dit, je vais parler de la même personne dont je parle là-bas, mais pas exactement du même point de vue, parce que là, je parle beaucoup plus des questions de traduction, est-ce qu'il a écrit là-dessus la langue, mais là, je vais centrer ça sur l'islamophobie. Alors, comme a dit Emmanuel, l'islamophobie est évidemment un concept anachronique. Et puis, l'autre jour, une amie m'a reproché de l'utiliser quand je lui ai dit que j'allais parler de ça. Donc, si on veut, à la fin, on peut en discuter, et vous pouvez me dire si vous pensez que c'est justifié de parler de ça. Mais moi, j'estime que ça peut nous éclairer un peu en utilisant ce terme anachronique pour des choses qui existaient au XVIIIe siècle, et comme je l'ai dit, bon, on va voir. Mais ça, c'est évident. Alors, brièvement, moi-même, j'ai beaucoup travaillé, en fait, sur le regard européen sur le monde musulman, et y compris notamment l'Afrique du Nord. Pas uniquement, mais pas mal l'Afrique du Nord, surtout parce que j'ai passé un certain nombre d'années en Afrique du Nord. Ça sort de ça. Et bon, il y a quelqu'un dont il faut toujours parler quand on parle du regard sur le monde musulman, c'est Edward Said. Et en fait, le premier livre que j'ai écrit, qui est sorti déjà en 86 ou 87, qui s'appelait Barbarian Enlightenment, était justement sur le regard européen au XVIIIe siècle sur l'Afrique du Nord. À cette époque-là, j'étais assez influencé par Edward Said, qui je trouve toujours est très utile, mais Edward Said, il faut quand même nuancer. Hein, parce que d'abord, ce qu'il dit est beaucoup plus approprié pour le 19e siècle, qui m'a toujours semblé, et aussi les choses sont plus nuancées que ce qu'il dit. Et surtout, au 18e siècle, la situation est beaucoup plus contrastée dans le regard sur le monde musulman. On ne peut pas dire que c'est un regard colonialiste, même si c'est souvent eurocentrique, parce que la première colonisation d'un pays musulman étaient les Britanniques en Inde, après placés en 57, donc c'est à partir des années 1760 qu'on commence à gouverner les Britanniques un pays musulman. Avant, donc à l'époque dont je parle, la première moitié du XVIIIe siècle, il n'est pas question, comme j'ai dit, de colonialisme, même si on peut évidemment parler du eurocentrisme. Alors il y a aussi, il y a longtemps, dans les années 80, 70, il y avait certains auteurs comme Maxime Rodinson et Hichem Djaït qui disaient que les Lumières étaient globalement favorables à l'islam. Mais ça aussi, c'est d'aller beaucoup trop loin dans l'autre sens. On ne peut pas dire ça. Mais c'est contrasté. Il y avait les préjugés des chrétiens un peu traditionnels contre les musulmans, parce que bien sûr l'islam est arrivé après la révélation chrétienne, donc c'est regardé un peu comme l'ennemi le plus dangereux. On sait tout sur les croisades, etc. Et en général, c'est présenté comme une religion fausse et avec un prophète qui est un imposteur. Et il y a souvent un grand effort de propagande contre l'islam, contre, voilà,
de la part des théologiens chrétiens. Mais c'est aussi plus complexe au XVIIIe siècle, parce qu'on utilise souvent l'islam pour critiquer les églises chrétiennes. On le présente comme une religion plus pure, plus proche des origines du christianisme. Surtout chez les unitaires qui étaient contre la Trinité. Alors l'islam dit qu'il y a un seul Dieu. Alors certains aspects courants chez les chrétiens disaient ça c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc il y avait chez les unitaires une sympathie pour l'islam, et les unitaires étaient souvent accusés par les autres d'être en fait des musulmans. Et aussi le lien entre donc le déisme, en disant que les déistes étaient plus proches des musulmans. Aussi, on trouve souvent souligné le fait, les gens disaient que les musulmans, et par exemple l'Empire ottoman, étaient plus tolérants envers les autres chrétiens que ne l'étaient les chrétiens et l'Église catholique. Donc il y avait un certain nombre de choses favorables à l'islam, mais aussi quelquefois on utilisait l'islam pour critiquer l'Église. Par exemple, une pièce très célèbre de Voltaire, Mahomet, contre le prophète, était en fait une critique déguisée de l'Église catholique. Donc il y avait quand même, il y avait tous ces courants et la continuation de préjugés diffus contre les musulmans, et que certains tentent de contrer. Et je veux parler d'une personne qui tentait de les contrer, c'est ce Joseph Morgan. Alors, Joseph Morgan n'était pas un intellectuel comme beaucoup d'autres qui ont écrit sur le monde islam. C'était un membre, comme j'ai mis dans le titre, de Grub Street. Alors Grub Street, pour ceux, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, en fait c'était une rue à Londres assez pauvre où il y avait des imprimeurs, des gens un peu pauvres, et c'est devenu un mot qu'on utilise pour représenter les pauvres, les pauvres diables qui essayaient de vivre plus ou moins bien en écrivant, en publiant des pamphlets, etc. C'est ça, Grub Street. Et de certains côtés, Morgan fait beaucoup plus partie de Grub Street que du monde universitaire. Alors, il a laissé... Non, je vais peut-être vous mettre... voilà. Il a publié un certain nombre de livres, je vais revenir, mais à part les livres, on ne sait pas grand-chose sur lui. Par certains côtés, c'était quelqu'un de marginal, mais par d'autres côtés, on peut dire qu'il était plutôt exemplaire. Il a joué un rôle dans divers domaines. Alors, il a vécu, apparemment, en Afrique du Nord, probablement à Alger, pendant une vingtaine d'années, les 2 premières décennies du XVIIIe siècle, à partir de ce qu'on sait, ce qu'il dit lui-même dans ses ouvrages. Il était cancelliere, ça veut dire secrétaire au consul britannique d'Alger, mais très peu de temps. Et le reste du temps, on ne sait pas du tout ce qu'il a fait. Il dit quelque part qu'il a participé au siège d'Oran en 1707. Il dit qu'il a quitté Alger en 1719 pour Tunis. Il semble connaître beaucoup de langues parce qu'il traduit diverses langues. Et il rentre en Angleterre autour de 1720. Et c'est là où il commence à publier. Donc vous avez diverses publications. Et de toute évidence, il veut faire une carrière comme un auteur, comme un érudit. Mais apparemment, il ne réussit pas du tout. En 1731, vous avez là, il traduit l'ouvrage d'Alberto Radicati de Passarano, Philosophical Dissertation on Death, à partir de l'italien. Et comme c'était tout à fait scandaleux, tout le monde a été arrêté, l'auteur Radicati, l'imprimeur, et Morgan comme traducteur. Et apparemment, il était tellement pauvre à cette époque-là qu'il n'avait pas l'argent de payer sa caution. Donc, on peut savoir que sa carrière n'a pas vraiment réussi. Et c'est le livre de Franco Venturi, qui a écrit un livre sur Radicati. Voilà. Alors, vous voyez, ces publications sont assez diverses. Il y a de l'histoire, il y a de la politique, il y a pas mal de traductions, il y a ses propres ouvrages. Le dernier ouvrage qu'on connaît, en bas, c'est 1739, et puis il disparaît. Mais malgré ça, une des références qu'on trouve à lui, souvent, c'est que c'était un plagiaire. Parce que, en 1750, apparaît cet ouvrage, qui, donc, il n'y a pas de nom d'auteur, c'est pas dit c'est une traduction, qui est plus ou moins une traduction d'un autre ouvrage écrit en français, sur lequel je vais revenir, par Logis de Tassi, sur Alger.
Et on a toujours dit que c'est Morgan qui l'avait traduit. C'est pas impossible. Et qui donc l'aurait publié comme un ouvrage. Mais en fait, je ne crois pas qu'il avait affaire avec cette publication. Il a peut-être traduit, mais quelqu'un d'autre l'a publié. Parce que normalement, quand il écrivait lui-même, il mettait son nom. Et quand il traduisait, il mettait pas toujours son nom, mais il disait que c'était une traduction. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ouvrage, c'est juste en passant, il a été retraduit en français en 1957 comme un ouvrage anglais et publié à Paris. Donc je ne crois vraiment pas que Morgan avait à voir avec ça, mais c'est pour ça qu'on l'accuse souvent d'être un affreux plagiaire. Voilà. Mais bon pour revenir à lui. Donc, je pense que j'ai remis ses têtes. Voilà. Donc, son activité qu'on connaît, c'est de publication 24 à 39, donc 15 ans. Hein, dans laquelle il a cherché de faire carrière. Par exemple, avoir des relations. Une façon, c'est de dédier ses ouvrages à quelqu'un de très connu. Par exemple, l'ouvrage Phoenix Britannicus, qui est l'édition de texte qui est en bas, il a dédié au duc de Richmond, qui était le grand maître des francs-maçons. Et là-dedans, il déclare que lui-même, il est franc-maçon et il demande l'aide des frères. Alors, je ne sais pas, mais ça peut être une façon de réseauter, d'avoir des amis. Donc, je ne sais pas plus là-dessus. Peut-être qu'il était franc-maçon. Alors, toutes ces publications contiennent beaucoup de réflexions personnelles. Ce n'est pas du tout le ton érudit, universitaire. Mais en même temps, il se présente toujours comme un spécialiste. Il souligne ses connaissances, en partie unique à cause des langues qu'il connaît et des années qu'il a passées en Afrique du Nord. Donc il dit, moi j'ai vécu là, je connais très bien, je connais le pays, je connais les personnes. Et donc, et là aussi, il met beaucoup dans des traductions, quelquefois il met des détails sur la langue pour montrer à quel point lui, il a ses connaissances particulières. Il connaissait clairement les langues parlées d'Afrique du Nord, mais je ne sais même pas s'il connaissait l'arabe littéraire, c'est pas du tout sûr, parce que c'est vraiment la langue parlée dont il parle. Et aussi dans ses ouvrages, il essaie de montrer son objectivité et son impartialité. Donc, c'est un spécialiste. Par exemple, pour Alger, il critique beaucoup les dirigeants d'Alger, qui étaient plus ou moins turcs, plus ou moins mixtes, tout le monde les critiquait d'ailleurs, et surtout le gouvernement, en disant que c'était des pirates sans loi, parce que je ne sais pas si vous savez qu'Alger, comme plusieurs autres pays, il vivait en partie de la course. Bon, il vivait un peu de commerce, mais il capturait des Européens dans des bateaux européens, et puis il les rançonnait pour faire de l'argent. Donc c'était des pirates. D'ailleurs, c'était une des excuses pour aller les conquérir à la fin. Donc ils étaient toujours vus comme des insolents, les pirates, et la lie de l'Empire ottoman. Et Morgan reproduit tout ça. Mais en même temps, il rejette des accusations injustes. Et c'est de ça que je vais parler. Bon, je ne peux pas parler de tout. Comme j'ai dit dans le livre, je parle beaucoup plus sur la traduction. Mais je me concentre sur cette histoire de la critique de l'islamophobie. Et je vais parler, premièrement, pas dans l'ordre chronologique, premièrement sur l'histoire d'Alger, que vous avez en haut, Complete History of Algiers, brièvement. Puis, je vais parler de sa traduction de Mohamed Ramadan, que vous avez dans les traductions, et puis plus brièvement d'une autre traduction, le dernier voyage de Barbary. Voilà. Donc, je vais commencer brièvement avec cette histoire d'Alger. Vous avez les dates là-haut. C'est le type de publication que le public aimait beaucoup, parce qu'il y avait une curiosité pour les pays étrangers, et ça se vendait assez bien. Mais c'est intéressant parce que la première édition... c'était publié par souscription. Alors, quand on publiait à l'époque par souscription, ça voulait dire en général qu'il n'y avait pas de libraire qui voulait risquer son argent à le publier à ses propres frais. Et il y a une liste de souscripteurs, des gens très respectables, assez connus en fait, mais c'est très drôle, Morgan décrit lui-même, j'ai dit il y a beaucoup de réflexions personnelles, l'humiliation de chercheurs de souscription. Il parle de the scandalous, pitiful and contemptible character of subscription hunter, an abject vocation. Donc c'est clair qu'on le fait, selon lui, que vraiment... Il a dit qu'il allait écrire toute une histoire là-dessus, mais je n'ai pas trouvé trace d'autre que ces remarques. Mais la deuxième édition, en 1931, c'était publié chez un libraire respectable, donc ça indique que la première édition s'est vendue.
Sinon, Ibert n'aurait pas publié. C'est une histoire, il décrit la région et puis l'état d'Alger, il utilise des sources classiques, mais il critique ces sources à partir de ses propres informations, sa propre expérience, alors la région, etc., avec beaucoup de digressions. Alors, j'ai oublié la page de titre, voilà. Alors, c'est Many Curious Passages and Remarks, etc. Ça, c'est beaucoup de digressions de sa propre expérience. Voilà. Donc, ce que je veux souligner surtout, c'est la préface de cet ouvrage, une longue préface de Morgan. Il explique qu'il publie ce livre pour contrer the unaccountably erroneous notions I found the generality of mankind here were inclined to harbor with regard to those they term barbarians. Donc, c'est vraiment pour contrer ces préjugés. Et puis, il traduit le passage de l'introduction du livre, celui qu'il était accusé d'avoir plagié, de Laugier de Tassy, une histoire d'Alger publiée, comme vous voyez, en 25. Alors, Laugier de Tassy était un diplomate français et lui et Morgan se sont connus à Alger apparemment. Ils occupaient plus ou moins les mêmes fonctions dans les différentes consulats. Et puis il a fini comme consul à Amsterdam jusqu'à sa mort en 1948. Morgan l'appelle « a worthy gentleman ». Alors Laugier de Tassy dénonce, lui, dans l'introduction de l'histoire d'Alger, les préjugés des chrétiens contre les Turcs et musulmans. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné la version française. Voilà. Il dit, les préjugés de la plupart des chrétiens sont si terribles, etc., qu'ils n'ont pas d'expression assez forte pour faire voir le mépris et l'horreur. Mais je suis persuadé, après avoir dit, entre les deux, il dit qu'ils sont ignorants, etc., les chrétiens sont ignorants, il continue, je suis persuadé, voilà, que s'ils enlèvent le turban, donc si on enlève le turban, ça veut dire qu'on ne sait pas immédiatement que ce sont des musulmans. Alors là, vous voyez, ils trouveraient dans eux ce qu'on trouve dans les autres peuples. Donc c'est le turban, c'est des préjugés. Donc Laugier de Tassy, c'est un passage assez long où il dit ça. Et Morgan traduit ce passage-là. Et là, il dit qu'il a traduit. Il ne prétend pas. Voilà. Alors, c'est assez long, je ne vais pas tout lire, mais c'est la même idée que les gens, voilà, they make no manner of difference between the people of Barbary and real brutes, calling them beasts, etc. Voilà. Et il parle aussi des turbans. Donc, à la fin, il dit « Many parts of the following sheets may serve to refute the prejudices of such persons as I have been mentioning. » Voilà. Donc, lui, comme Laugier de Tassy, il déclare clairement que ce qu'il veut faire là est de détruire les préjugés ignorants des chrétiens contre les musulmans. Voilà. On ne peut pas tellement être plus clair. Ça n'empêche pas, comme j'ai dit, de critiquer le gouvernement. Alors, est-ce que j'ai ça? Oui. Là, il critique le gouvernement. Il dit qu'il y a beaucoup de problèmes, mais c'est en partie à cause de la Constitution, de comment ils sont. Mais I never met with any people endowed with a more sprightly genius, etc., etc. Does a people's being, through prejudice of education, of a persuasion and religion different from ours, entitle us to term them savages, etc. Donc, c'est, comme j'ai dit, on ne peut pas être plus clair, je crois, que cette position. Donc, je ne vais pas dire plus sur cet ouvrage. Il y a aussi des passages ici et là dans le texte. Voilà. Mais je voudrais beaucoup plus parler de sa traduction de Mohamed Ramadan, donc, que j'ai indiqué au début. Boop. Ça, c'est un autre. Oui, voilà. Mohammedism Fully Explained. Voilà. Alors, celui-ci n'a pas eu beaucoup de succès. Le premier volume a été publié chez une libraire, voilà, qui donc pensait que c'était utile. Et le deuxième, malheureusement, il a dû le publier par souscription, donc apparemment ça ne s'est pas vendu. Et il dit même, il y a un troisième volume si ça se vend. Il n'y a jamais eu de troisième volume, donc ce n'était pas un très grand succès. Et c'est peut-être pour ça, après, qu'il s'est tourné vers l'histoire d'Alger. Alors, ça, c'est la traduction d'un poème manuscrit par Mohamed Ramadan d'Aragon, qui est né vers la fin du XVIe siècle.
Discorso della Luz, qui est la biographie du prophète Mohammed, à l'intention de la communauté des Morisques, ceux qui étaient expulsés d'Espagne en 1610. Voilà, parce que la grande expulsion des Juifs était avant, mais les Morisques, beaucoup sont plus ou moins convertis ou acceptés, et finalement, au début du XVIIe siècle, ils étaient expulsés. Alors Morgan explique qu'il a acheté ce manuscrit en Tunisie, il dit même en 1715, il donne même le nom de la personne, un chirurgien qui s'appelait Hamouda Boussa Tbib. Alors, ce manuscrit est intéressant, c'est écrit en caractère arabe, mais ce n'est pas écrit en arabe. C'est un mélange de dialecte espagnol et des mots arabes des Maurices de l'Afrique du Nord. Alors, ça se faisait à cette époque-là, ces mélanges un peu étranges. Donc, Morgan dit qu'il est une des rares personnes capables de comprendre cela, because, by my long continuance and frequent conversation with the offspring of those exiles in Barbary, I am thoroughly versed in their way of expressing their sentiments. Et il dit même qu'en Tunisie, il avait entendu des gens chanter de longs extraits de ce texte. Donc, c'était très connu. Alors, le premier volume, il le dédie à Lord Harley, homme politique très connu, qui avait une grande collection de manuscrits. Et il lui a envoyé le manuscrit pour sa collection. Et le manuscrit se trouve toujours, d'ailleurs, à la British Library, ou le British Museum, je ne sais plus. Non, le British Library, à partir de la collection de Harvey. Le deuxième volume était dédié à Dr. Richard Mead, qui est devenu après médecin du roi, donc pas n'importe qui non plus, un grand patron aussi des scientifiques et des artistes, qui lui aussi avait une grande collection de livres. Apparemment, ça n'a pas beaucoup aidé. Alors, la traduction en tant que traduction a été étudiée par un arabisant, Nabil Matar, qui souligne que c'était la première biographie musulmane du prophète publiée en anglais. Donc, pour Nabil Matar, c'est un texte important, même si, en fait, les gens de l'époque ne sont pas tellement rendus compte. Alors, Morgan ajoute des notes, des commentaires et des explications tirées d'autres ouvrages spécialisés et sa propre information sur le pays. Et il ajoute la profession de foi des musulmans, qui est traduit d'un autre manuscrit qui se trouvait à Amsterdam et qui avait été publié récemment en latin. Alors, il souligne l'importance d'avoir mis cet ouvrage à la disposition des Anglais parce que, tel quel, personne n'était capable de comprendre. Alors, dans la dédicace à Harley, il fait des critiques d'usage à l'islam, bien sûr, qu'on doit toujours faire, religion fausse et incohérente, mais il écrit « The chief motives of my undertaking the translation were to give my countrymen more just ideas of the notions of the Mohammedans than they have hitherto received. » Donc, on pourrait dire qu'il laisse parler l'autre, parce qu'on a toujours dit que la voix de l'autre, on n'entend pas. Mais lui, il dit clairement, je donne la voix de cet autre pour que les Anglais peuvent comprendre. Et il est absolument, très clairement conscient de ce qu'il fait. Il souligne que, même si sa traduction est souvent en paraphrase, il n'a jamais changé le vrai sens. Il dit, there are more whole pages in a manner verbatim as the more delivers them, than in any translation extant in our language. So, donc le but, il dit, c'est de rendre le sens clair aux lecteurs anglais. Et il prétend qu'il est la seule personne qui peut le faire, parce que, ayant passé des années avec ces gens-là, ils peuvent deviner plus facilement ce que dirait un musulman. Mais en même temps, il est très conscient qu'il ne faut pas aliéner la sympathie des lecteurs anglais, quand même, en choquant trop les préjugés. Donc il est conscient qu'il navigue une ligne un peu délicate entre la nécessité de ne pas les choquer et le désir de détruire les préjugés en faisant entendre cette autre voix. Et il indique même de temps en temps ses hésitations à traduire certaines croyances. Par exemple, il parle de la critique de la Trinité. Alors la Trinité, c'est-à-dire l'unité de Dieu, et critiquer la Trinité première moitié, au début du XVIIIe siècle, n'était absolument pas accepté. C'était une des rares choses qui n'était pas tolérée. C'était quelque chose de très délicat. Donc, il dit par exemple, the doctrine is very anti-Christian, but they are the words of a Moor, not a Christian. Hein?
Et il dit qu'il a hésité s'il devait le dire ou pas, mais quelqu'un lui a dit, if I pretended to give the world a translation, I must give the real meaning and not my own, etc. Donc on voit ses propres hésitations concernant ces choses assez délicates. Et aussi, quand il critique ceux qui ont déformé l'islam, il prend très soin, et aussi le prophète, qui est toujours présenté comme un ignare, etc., un imposteur, il prend très soin de citer les spécialistes irréprochables. Comme il y avait Humphrey Prideaux qui avait écrit une vie du prophète pour dénoncer l'imposture. Donc ça, il cite Prideaux, voilà, c'est quelqu'un de respectable. Donc, il tente de son mieux de présenter l'islam et le prophète du point de vue d'un musulman, tout en prenant les précautions nécessaires vis-à-vis des autorités religieuses et de tenir compte des préjugés des lecteurs, comme j'ai dit, qui veut les contrer mais pas les braquer. Il dit même qu'il s'attend à des critiques qui diront que présenter favorablement l'islam est dangereux pour ceux dont la foi n'est pas bien ancrée, et lui il dit que cet argument est digne d'un inquisiteur portugais. Au contraire, son récit affirmera, dit-il, la préférence des chrétiens pour leur propre religion plus pure, etc. Voilà. Et après avoir dit that medley of inconsistent incoherences, the Al-Quran, il enchaîne. Je ne sais pas si j'ai ça. Non. Indeed, it contains abundance of good morality, which might make the best of us blush to see ourselves so much outdone by an ignorant, though subtle heathen, if I may so call one, who detested idolatry and taught the worship of the real, the only, and the self-existing God, though after his own manner. Donc, il dit clairement, c'est le même Dieu. Hein, et on peut se demander, là, quand il insiste, the only, si lui-même aurait des tendances unitaires, mais c'est pas clair, mais voilà. Alors, aussi, il accompagne sa traduction de l'histoire de l'expulsion des Morisques, donc les Espagnols musulmans, de l'Espagne au début du XVIIe siècle. Et ici, il n'y a aucune tentative d'impartialité, mais une défense claire des musulmans et l'attaque contre le gouvernement et l'Église d'Espagne. Il inclut aussi certains extraits d'un autre manuscrit qu'il a dit qu'il a vu en Afrique du Nord, mais on lui a prêté, il n'a pas pu le garder, d'un descendant, il a été prêté par un descendant de la personne qui a écrit, qui lui a été expulsé. Il donne le nom. Et ça, c'est une attaque violente et émotionnelle contre l'Inquisition qui commence comme ça. Monsters of men, can anything on this side, hell, equalize, etc., etc. Donc ça, il n'y a aucune tentative d'impartialité, c'est vraiment... Hein. Et là, c'est un extrait une traduction de ce manuscrit qu'on lui a prêté. Bon. Alors, aussi, il fournit aussi quelquefois des témoignages de personnes que lui-même il a connues en Afrique du Nord qui ont souffert de l'Inquisition. Donc c'est vraiment très hostile à l'Inquisition. Et il fournit aussi une très longue dissertation qui s'appelle The Case of the Moriscos or Spanish Moors. Et là, il utilise un pamphlet. Ah oui, mais ça, oui, ça c'est aussi d'autres attaques, voilà, contre l'Église. Il utilise, voilà, Michael Geddes, qui était un polémiste protestant anticatholique, et il a publié ses tracts, et parmi ses tracts, il y a l'histoire de l'expulsion des Morisques, et Morgan reproduit des passages aussi de ce texte. Avec d'autres textes, il y a des documents, des textes des Espagnols, des textes français, des documents. Donc là aussi, il cherche à présenter un récit fiable, comme un historien sérieux. Mais, comme vous voyez, le ton est de plus en plus polémique, anticatholique, un plaidoyer pour des morisques. Et ça, c'était ça, these anti-Christian methods of dragging people into the church by the hair, etc., pour la tolérance. Voilà, je ne donnerai pas plus de détails, mais je pense que c'est assez clair que ce que veut faire Morgan avec la traduction, avec les textes qui l'accompagnent. Alors, je vais parler aussi brièvement de sa traduction du français de ça.
Ça, c'est le texte qui traduit Voyage pour la rédemption des captifs au royaume d'Alger et de Tunis. Et ça, c'est un récit de ce qui s'appelait les frères rédempteurs. C'était des moines qui avaient pour mission le rachat de ces captifs chrétiens en Afrique du Nord, capturés par les pirates barbares. Alors, ils y allaient et puis ils publiaient le récit qui était de la propagande catholique. Ils soulignaient longuement les affreuses souffrances de ces pauvres chrétiens aux mains de ces barbares musulmans. Et l'idée aussi, c'était récolter de l'argent pour avoir d'argent pour aller rançonner, racheter d'autres. Alors, la traduction était publiée, voilà, comme ça, en 1935. Là, c'est dit, cette traduction n'a pas le nom de Morgan comme traducteur. Alors, je ne sais pas s'il a choisi de lui-même, c'est un libraire qui lui a demandé de faire de l'argent, je ne sais pas. Alors, Morgan traduit le texte fidèlement, exactement comme faisaient les moines, mais il ajoute des notes, beaucoup de notes, qui corrigent des erreurs, qui ajoutent l'information, mais qui surtout s'attaque aux superstitions papistes et au récit des moines et l'Inquisition. Alors, ah oui, ça il y avait une autre édition de ça, j'ai indiqué, parce qu'il n'y a pas le nom de Morgan non plus, il y a une illustration et le nom de l'illustrateur, mais Morgan, son nom n'apparaît pas. Alors, voilà. Alors, par exemple, ça c'est une note de Morgan, en bas de page, critiquant, elle dit, "Oh, Father, though it is part of your function to make a dismal story, etc." Et voilà. Il dit aussi, "You came from Marseille, you might have seen Turks Moors in a worse condition than the most unhappy Beylik slave in Algiers." Parce qu'il y avait aussi des esclaves musulmans dans les bateaux français, non seulement français. Et à la fin, il dit qu'en fait, que les captifs chrétiens en Afrique du Nord étaient très bien traités, en fait, que tous ces récits de souffrance étaient inventés, qu'ils vivaient beaucoup mieux, souvent, qu'ils vivaient en Europe, en fait. C'est pas tout à fait vrai, mais il y en avait qui restaient là, qui faisaient carrière, en fait, en Afrique du Nord. Bon. Et aussi, il dénonce ce qu'il appelle des popish pageantries. C'est-à-dire, quand on ramenait ces pauvres captifs, on faisait les défilés à travers la France, et comme d'autres personnes disent, on les mettait les chaînes qui n'ont jamais eu Alger, on les faisait défiler pour susciter l'argent des croyants. Je pense que j'ai... Voilà. Roam up and down and beg for a relief. Calling out to people for their charity, etc. The harassed captives who doubtless had much rather be with their friends than under this fatigue of masquerading. Voilà. Mais aussi, il dit que we don't have that, mais qui c'est le roi britannique, c'est les rois nevériens qui, eux, allaient racheter des captifs. On n'avait pas besoin, de raconter des histoires, d'envoyer des prêtres. C'est le roi qu'il est. Il fournit même une liste des noms des personnes rachetées par George I et puis George II. Alors, pour montrer que les Britanniques ils s'occupent beaucoup plus de leurs concitoyens. Voilà. Donc, il transforme cet ouvrage de propagande catholique, anti-musulman, en un texte de propagande protestante et britannique. Voilà. Voilà. Je ne vais pas parler beaucoup plus de ça. Je pense que c'est assez clair. Donc, ce qu'on peut conclure, Morgan, c'est un passeur. On peut appeler un passeur. Il apporte une vraie connaissance de la société nord-africaine et une certaine sympathie, malgré l'exaspération avec les dirigeants d'Alger. D'ailleurs, tout le monde disait qu'ils étaient beaucoup pires que les autres nord-africains, qu'ils étaient absolument insupportables. Mais en même temps, malgré cette exaspération avec le gouvernement d'Alger, il essaie de contrer les préconceptions et préjugés des Européens contre les musulmans, et même contre l'islam comme religion, et de contrer surtout l'ignorance.
C'est ça, il dit qu'on entend n'importe quoi et c'est ignorant. Alors, comme j'ai dit, à cet égard, comme j'ai dit en passant, il y a certaines remarques justement sur l'islam, sur ce Dieu unique. Et on peut, comme j'ai dit, se demander s'il y avait des sympathies unitariens, mais c'est absolument impossible. J'ai dit, il dit à un moment que c'était un franc-maçon, mais beaucoup de francs-maçons étaient tout à fait croyants chrétiens, donc ça ne prouve rien. Mais peut-être. Mais aussi, comme j'ai dit, il a traduit ce texte, Radicati de Passarano, sur la mort, qui était tout à fait hétérodoxe, là où ils ont tous été arrêtés. Et Radicati de Passarano avait des acquaintances avec des divers types un peu hétérodoxes du protestantisme. Donc peut-être ça indiquerait le fait qu'il a traduit, qu'il avait peut-être des sympathies, mais ça on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Il aurait pu le faire aussi pour de l'argent, mais il n'en a pas gagné. Mais peut-être qu'il avait partie de sa sympathie pour l'islam venait de ça, mais je ne peux rien savoir. Il n'était pas le seul, totalement, qui cherchait à donner une image plus équilibrée de l'islam, mais il me semble qu'il est différent parce que, bon, les orientalistes qui étaient pas en général très favorables à l'islam, mais qui connaissaient, qui étudiaient l'arabe, etc., étaient beaucoup plus souvent des universitaires. Ils connaissaient bien l'arabe littéraire, l'arabe classique, ils faisaient des traductions, pour diverses raisons, souvent propagandistes, mais ils traduisaient aussi beaucoup des histoires, par exemple, des auteurs connus. Et Morgan était très différent. Il n'était pas un universitaire. On ne sait pas du tout ce qu'il a fait comme étude, mais sa connaissance venait de résidence dans ces pays-là. Et aussi en Afrique du Nord, qui était moins courant que les gens qui passaient des années au Levant ou à Istanbul, par exemple. Là, c'était moins courant. Et Morgan lui-même était clairement conscient de ce défaut. Et c'est pour ça qu'il fait appel aux spécialistes. Il essaie de se présenter comme un spécialiste, comme un connaisseur, avec des connaissances que d'autres n'avaient pas, qu'il pouvait montrer ce que d'autres ne pouvaient pas montrer. Parce qu'il était conscient qu'il n'avait pas, qu'il était un outsider. Il n'avait pas cette éducation, il ne venait pas du milieu universitaire. Comme j'ai dit, il a dû publier certains de ses ouvrages par souscription et gagner sa vie en essayant de publier toutes sortes de choses. Il a fait ses dédicaces, mais ça ne semble pas avoir attiré le patronage. Mais quand même, le dernier ouvrage qu'il a publié peut peut-être indiquer, mais ou peut-être pas, qu'il était reconnu comme ayant... c'était The Lives and Memorable Actions of Many Illustrious Persons, etc., etc. Alors ça, c'était un ouvrage commencé par George Sale, qui était un orientaliste très respecté. C'est la première personne qui a traduit le Coran en anglais. Il a fait une traduction très respectable, très connue du Coran, avec une longue introduction qu'il a aussi essayé de donner une image plus équilibrée du prophète au lieu de simplement le dénoncer, à la suite de quoi lui-même il était accusé d'être s'être converti à l'islam. Mais lui, Sale était quand même quelqu'un de connu, de respectable, et Sale est mort après sa mort, c'est Morgan qui a continué cet ouvrage avec les vies des illustrious persons of these. Le fait qu'il a fait, ça peut indiquer qu'il avait quand même une certaine reconnaissance comme spécialiste, je n'en sais rien. Mais c'est quand même intéressant qu'il a publié cette continuation d'ouvrages de référence à la suite de George Sale. Alors, la traduction de Rabadan, qui, comme j'ai dit, selon Nabil Matar, c'est important parce que c'est la première vie musulmane publiée en anglais. Apparemment, ça n'a pas eu beaucoup d'écho et de succès, comme j'ai dit. Alors, peut-être c'est aussi parce qu'un point de vue musulman sur l'islam et le prophète n'attirait pas beaucoup de gens, parce qu'en général, comme Humphrey Prideaux qui a écrit La vie du prophète, c'était de la propagande pour montrer l'imposture et aussi contre les déistes pendant qu'il y était. Donc peut-être ça
ça n'attirait pas les lecteurs, je ne sais pas. Aussi, l'autre chose, c'est que le manuscrit, c'était pas un manuscrit prestigieux. Les gens avaient apporté de beaux manuscrits, écrits bien calligraphiés, bien reliés, des auteurs arabes très connus, des historiens. Alors ça va. Mais ce texte, qui est mal écrit, n'importe comment, qui n'est même pas en arabe, mais écrit en caractère arabe, mais ce mélange un peu incompréhensible d'espagnol et de mots de l'Afrique du Nord que personne ne comprend, c'est absolument pas prestigieux, c'est un truc, voilà, un peu barbare. Donc ça aussi, ça n'attire pas vraiment les connaisseurs, ce genre de choses. Mais comme j'ai dit, c'est toujours à la British Library dans la collection. Donc Morgan a fait ce qu'il a pu, il a facilité le voyage de ce manuscrit à travers la Méditerranée et jusqu'à Londres pour essayer de donner la voix de ce pauvre Maurice, comme il dit, et faire comprendre aux Anglais. Mais il n'a pas réussi à faire entendre cette voix au public anglophone. Et on peut se demander ce qui a changé, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la difficulté aussi de traverser la Méditerranée. Alors, l'histoire d'Alger a eu plus de succès, c'est une édition un peu plus belle. Mais, et comme j'ai dit, là, il essaie de se présenter comme spécialiste, un peu plus reconnu, avec des compétences, mais c'est souvent contredit par la façon d'écrire. C'est un style très personnel. Il parle beaucoup de lui-même, quelquefois polémique. Et donc, là aussi, ça n'attire pas le respect. Et aussi, ce n'est pas uniquement un récit de voyage, c'est une histoire qui attire un peu moins le public. Alors, rien ne semble réussir. Il avait fait ce New Political State of the Journal, et il y a eu 1 ou 2 numéros, et puis ça n'a pas continué. Il a fait des collections de textes. C'est où les collections de textes de New Political... Non, il avait fait aussi, je ne sais pas où c'est. Phoenix Britannica, oui, c'était une collection de textes. Ça aussi, il y a un volume, pas plus. Donc, apparemment, rien n'a réussi. Et puis, il disparaît. Et on n'en sait rien. Mais je pense que ça témoigne quand même de cette activité, de cet intérêt, des choses qui se passaient un peu sous le radar, et qui permet de donner une vision un peu plus contrastée, justement, des rapports de ce que connaissaient les Européens sur les musulmans, et qu'il y avait quand même des gens qui tentaient de contrer ces préjugés qu'on peut, à mon avis, assimiler à l'islamophobie.